Nous allons avoir une première session sur la science de la cobauge. Nous avons passé environ 5 ans à optimiser le processus de combinaison entre la And bauge et la terre allégée. Donc, nous donnerons très bientôt la parole au laboratoire de l'Université de Plymouth pour vous montrer certaines des expérimentations en laboratoire que nous avons effectuées. Mais nous allons tout d'abord commencer en France avec François Streif, architecte et responsable de projet au parc naturel. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter assez rapidement et sommairement le projet COP-BOGE et en particulier le projet, la première partie du projet, la partie recherche. Je pense que vous pouvez voir, j'espère ici, mon écran et le diaporama. S'il y a un problème, faites-moi signe. Donc, sur les différents matériaux COP-BOGE étudiés dans le cadre du projet COP-BOGE. Donc, en premier lieu, bien évidemment, nous avons travaillé sur la Terre et nous avons décidé de travailler à partir de 6 sols différents, à la fois côté français et 6 sols différents côté anglais. Donc, vous avez ici sur l'écran courbe granulométrique qui vous montre un peu les horizons géologiques des terres que nous avons étudiées, donc assez variées, des terres qui sont utilisées la plupart du temps dans les projets de construction, avec donc des terres très argileuses que vous pouvez voir plutôt sur les flèches vertes ici, donc qui correspondent aux lignes FR3 et UK3, des terres plutôt sablo-limoneuses, des terres sableuses et caillouteuses et des terres plutôt limono-argileuses. Donc des horizons géologiques assez variables, assez différents. C'est une fois ces terres un peu analysées, on a souhaité réaliser une première série de tests un petit peu pour appréhender ces premières performances, donc en les mélangeant à différents types de fibres. C'était une manière pour nous d'abord de vérifier la possibilité de réaliser des échantillons valables, en tout cas qui correspondent au savoir-faire des artisans. Donc ces échantillons ont été faits en collaboration avec des artisans pour vérifier la bonne plasticité des mélanges, et puis également pour un premier a priori, une première approche, vérifier si ou infirmer notre hypothèse de départ qu'on pouvait éventuellement avoir un mélange de terre et de fibres qui soit à la fois performant sur le plan thermique et sur le plan structurel. Ces premiers résultats donc ont été discutés entre les différents professionnels de la construction et les scientifiques, et nous ont en fait très vite amené à infirmer plutôt cette hypothèse et donc à partir sur l'étude de 2 mélanges distincts, un mélange plutôt dense porteur correspondant à la bauge traditionnelle et un mélange plutôt allégé, isolant, correspondant à ce qu'on connaît dans le milieu de la construction en terre, donc les techniques de terre allégée. Les terres qu'on a retenues à partir des analyses granulométriques et en fonction de ces premiers tests sont 2 sols français, un plutôt limono-argileux qui correspond aux usages classiques de la bauge, en tout cas tels qu'on les retrouve un peu en règle générale en Bretagne et en Normandie, également en Angleterre, et puis des terres plutôt argileuses qu'on a réservées plutôt pour les mélanges de terres allégées, eu égard à leur fort pouvoir de cohésion. Les études de laboratoire ont été poussées jusqu'à faire des analyses un peu sur les types d'argile et on s'est aperçu que les argiles actives que nous avions prises étaient plutôt très actives, voire peut-être trop actives, donc avec un certain nombre de problématiques qui pouvaient en découler. Euh, Concernant les fibres végétales, on
s'est concentré sur 6 fibres, enfin 4 végétaux, correspondant à 6 fibres ou à 6 états de fibres. D'abord la paille de blé, un peu comme référence traditionnelle de ce qu'on utilise aujourd'hui dans les préparations de Bauge. On s'est concentré également sur le roseau, qui est une ressource assez importante dans les milieux humides dans lesquels on travaille, qui est aussi une ressource importante en termes de couverture chaume et donc éventuellement de recyclage de fibres dans les 2 pays concernés, Angleterre et France. On s'est également intéressé au chanvre, à la fois sous forme de paille brute et sous forme de chènevotte, et également sur le lin, qui est une production assez importante, notamment et en particulier en Normandie, donc à la fois sous forme de paille brute et sous forme d'ana, donc de copeaux un peu issus de l'industrie du teillage, de l'industrie de transformation du lin pour produire de la fibre. Donc, on a étudié ces fibres de diverses manières en laboratoire. D'abord sur la question de la densité absolue, ce qui peut donner un indice éventuellement, une information sur la capacité de résistance éventuellement mécanique de ces fibres. Donc, on voit que la paille de blé ici nous donnait des résultats assez faibles par rapport aux autres fibres étudiées. On a également testé ces fibres sous 2 autres aspects qui nous semblaient intéressants. D'abord, la capacité d'absorption d'eau, ce qui évidemment influe sur des mélanges assez visqueux ou plastiques comme la Bauge. Donc évidemment, plus on a une fibre qui absorbe de l'eau, plus la quantité d'eau mobilisée est importante et donc peut rallonger éventuellement les temps de séchage. Et puis également la question de la résistance à l'attraction qui peut également jouer un rôle non négligeable dans les propriétés mécaniques des mélanges de Bauge en particulier porteuses. Donc on s'aperçoit que effectivement les fibres qui nous donnent les meilleurs résultats en termes d'absorption sont les fibres de roseau et la paille de lin, alors que les broyats de chanvre ou de lin donnent ainsi que la paille donnent des capacités d'absorption assez importantes et donc une mobilisation d'eau assez importante dans le mélange. Sur la question de la résistance à l'attraction, là aussi, très nettement, a priori, le roseau nous donnait de très bons résultats et également la paille de lin. Alors que la paille de blé utilisée traditionnellement, là, une fois encore, nous donne des résistances à l'attraction qui sont véritablement faibles. Nous avons donc, à partir de là, travaillé pour la partie thermique notamment, à réaliser un certain nombre d'assemblages, de préparation d'échantillons, donc de blocs qui sont ensuite soumis à des appareils de test pour déterminer leur résistance thermique, donc par les capteurs de flux thermique que vous voyez ici illustrés. Donc ces différents mélanges ont pu être testés de cette manière-là. Alors bien évidemment, à partir de 4 terres retenues, de 6 fibres retenues, on a évidemment une possibilité de faire un certain nombre d'échantillons très vastes. Et donc on s'est concentré ici sur ce que vous voyez ici, un plan d'expérimentation qui nous a permis de ne tester que certains de ces mélanges, mais qui nous permettent éventuellement d'extrapoler des résultats à partir de ces essais. Donc ici, le plan d'expérimentation pour les mélanges plutôt denses, donc qu'on pourrait rapporter plutôt à de la Bauge traditionnelle. Donc avec ici quelques résultats qui sont pointés, avec notamment des mélanges à partir de paille de lin ou de paille de chanvre qui nous donnent des résistances à la compression assez intéressantes, proches ou au-delà d'1 mégapascal pour une tolérance de déformation de 2%. Donc des résultats plutôt intéressants, alors que tout ce qui va être plutôt de
la paille de blé, voire la paille de roseau qui était plutôt intéressante sur le plan théorique et sur l'étude de la fibre elle-même, mais en mélange avec les terres nous donne des résultats plutôt faibles par rapport aux pailles de lin et pailles de chanvre. Nous avons fait la même chose également pour les mélanges plutôt thermiques, donc de terre allégée. Donc là aussi, avec une sélection de certaines fibres uniquement, la chènevotte et le roseau, dans des proportions différentes. On a testé à 25% et à 50% en poids par rapport au poids de terre sèche, et avec deux états hydriques de la terre un petit peu différents, un état plutôt visqueux, un état liquide. Qui était prévu initialement. Dans les faits, on a finalement abandonné cet état visqueux où on juste fait un test, mais qui était peu pertinent par rapport au mélange de terre allégée. En tout cas, sur le plan scientifique, ça a été étudié. Ces échantillons allégés ont été testés au regard de la résistance également à la compression, pour voir éventuellement leur capacité à s'auto-porter et donc à accepter une légère charge tout de même. Et puis, on les a testés, bien évidemment, sur le plan de l'isolation thermique. Donc, vous voyez ici, concentré sur ce graphique, les résultats des échantillons de terre allégée, donc concentré sur la partie basse sous le terme de insulating mixes pour les Français. Donc vous voyez ici se concentrent tous les échantillons testés, avec donc une conductivité thermique qui oscille entre 0,1 et 0,2 suivant les variations de densité. Donc cette courbe nous montre aussi cette relation finalement qui existe entre la conductivité thermique et la densité. C'est des choses qui ont déjà été étudiées par ailleurs. Pas forcément grand-chose d'extrêmement nouveau là-dessus. Mais ça nous a permis, en fait, ces travaux de courbe, de simuler, en fait, le comportement thermique de murs composites et de nous poser la question, effectivement, de cette relation et de niveau de performance que l'on pouvait atteindre entre un mélange plus ou moins léger ou des combinaisons de mélanges denses et de mélanges légers. Donc ici, une première simulation avec deux mélanges assemblés, un mélange porteur dense avec une densité d'une tonne 4, et puis un mélange plutôt de terre allégée avec une densité de 340 kg au mètre cube, tous les deux mis à 30 cm d'épaisseur, et on s'est aperçu qu'on arrivait en fait assez facilement à obtenir une valeur U de 0,26 qui permet notamment pour nos amis anglais d'atteindre et de répondre aux exigences d'une réglementation thermique et encore une réglementation par élément, donc avec une limite fixée pour les murs d'une valeur de U qui est à 0,3, donc on est en dessous de cette valeur, et donc ce procédé, en fait, cette combinaison de deux mélanges permet d'obtenir et de répondre à la réglementation thermique. Donc des résultats plutôt encourageants et qui sont aussi assez significatifs pour utiliser ce type d'assemblage pour la réglementation française. On s'est aussi posé la question de ce qui s'est passerait pour un mur monolithique dont la densité serait finalement au milieu de cette combinaison bauge et terre allégée qu'on a évoquée précédemment. Donc si on faisait effectivement une bauge allégée pour obtenir une densité moyenne de 900 kg, et bien finalement on s'aperçoit avec la même épaisseur de 60 cm que la valeur U est considérablement plus importante, donc avec une valeur de 0,41 qui ne nous permet pas de répondre aux exigences à minima de la réglementation anglaise et qui rendrait plus difficile son usage côté français. Ce graphique maintenant vous montre la relation entre la résistance thermique et la conductivité thermique, qui n'est pas une relation véritablement linéaire, ce qui fait que pour
des matériaux à faible conductivité thermique, une réduction, donc plutôt ce qu'on va avoir sur la gauche de la courbe par rapport à la partie basse du légendage. Hein. Donc pour les matériaux à faible conductivité thermique, une réduction faible de cette conductivité thermique augmente par contre de façon conséquente la résistance. Donc cette relation, elle concerne globalement tous les matériaux isolants, mais en particulier les matériaux tels que ceux étudiés dans le cadre de Cobb-Bauge où les quantités de fibres impactent fortement les performances du mélange. Ce qui fait que quand on va travailler sur cette modification des teneurs en fibres, et on a fait ici les simulations sur la terre allégée qu'on fait légèrement évoluer en termes de densité, on s'aperçoit que l'impact est assez important avec une faible variation en fait de la teneur en fibres qui est ici de 10%. Si on regarde par contre sur la partie Bauge, donc la partie plutôt dense, une variation assez significative de la teneur en fibres, donc en la multipliant ici par plus de 2, en passant de 2 à 5%, là on s'aperçoit en fait que en augmentant considérablement cette quantité de fibres, l'impact finalement sur la résistance thermique est assez faible. Maintenant, si on partait sur l'hypothèse de faire un seul mélange, encore une fois, qui soit assez optimum, donc qui reprennent des épaisseurs équivalentes à ce qu'on avait simulé précédemment, donc ici sur les calculs faits sur un mur de 55 cm, pour obtenir une valeur de U équivalente, donc aux alentours pardon, de 0,26, il faudrait qu'on ait un mélange de Bauge qui soit à une densité de 548 kg au mètre cube, et qui en fait nous donnerait ici une résistance à la compression de 0,2 mégapascal, donc absolument pas suffisamment résistant pour pouvoir construire et utiliser ce mélange comme porteur. Donc ce qui montre ici en fait dans la globalité de ces résultats que je vous montre, que ce que nous avions intuitivement pressenti lors des premiers tests, donc on ne pourrait pas réaliser un mur ayant à la fois la capacité, enfin un mur avec un seul mélange ayant à la fois la capacité de porter et la capacité d'isoler. Bon, ici on a les évidences par les études scientifiques qui sont prouvées, et donc cette justification qui nous amène à travailler, qui nous a amené à travailler sur un mur composite. Et donc, en parallèle de ces travaux qui ont été faits par les différents laboratoires impliqués dans le projet Cobb-Bauge. On s'est très vite attaché au niveau des professionnels impliqués dans le projet à travailler sur cette question de la mise en œuvre de deux mélanges de densités différentes, comment arriver à construire rapidement, efficacement un assemblage de deux mélanges différents. Donc vous voyez ici illustré quelques-uns des premiers tests, tout premiers tests qui ont été faits et qui ont conduit en fait à ce que vous allez voir par la suite de cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation un peu des différents matériaux Cobb-Bauge qui ont été étudiés. Je passe maintenant la parole plutôt à Jim, qui doit nous faire une session live dans les laboratoires de l'Université de Plymouth. Bonjour tout le monde. Ce que je veux faire brièvement, c'est de récapituler toutes les informations dont François nous a parlé précédemment par rapport au début de ce projet. Donc nous avons tout d'abord commencé avec une idée d'optimiser la construction en Bauge pour pouvoir répondre aux réglementations du bâtiment ici et en France.
Donc pour faire cela, nous avons pris différentes terres, 6 britanniques et 6 françaises. Nous avons sélectionné 6 fibres différentes et nous avons fabriqué une matrice pour tester des combinaisons de terre et de fibres pour découvrir les mélanges optimisés. Donc nous avons également compris qu'il serait difficile d'avoir un seul matériau qui serait suffisamment solide structurellement parlant et efficace en termes thermiques. Donc nous avons opté pour une terre allégée faite à partir d'une barbotine d'argile et un mélange structurel qui a été sélectionné pour ses propriétés porteuses. Nous avons utilisé différentes machines, différentes procédures de test pour établir les performances thermiques des différents mélanges et nous avons utilisé d'autres techniques comme l'imagerie thermique. Donc je vais maintenant donner la parole à Matthew Fox qui va vous présenter les différents matériaux que l'on a analysés durant ce processus. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette table d'échantillons. Comme mon collègue, je vais vous faire un petit récapitulatif. Comme Jim l'a dit, nous avons commencé ce projet par essayer d'établir les matériaux qui répondraient aux réglementations. Donc ces cylindres ici, c'est de la bauge traditionnelle commune que l'on trouve dans des bâtiments en bauge traditionnelle. Ceci répond à certaines normes. Ensuite, on a cherché à optimiser la terre et on a regardé les constructions en terre allégée qui ont une faible densité avec ce mélange de terre allégée. Malheureusement, ceci a de faibles capacités structurelles. Donc, ce n'est pas suffisant d'un point de vue structurel. On s'est demandé est-ce qu'on pourrait avoir un mélange ou une combinaison de ces deux mélanges, de ceci avec de la bauge structurelle, et on s'est rendu compte que lorsqu'on avait ces deux matériaux mélangés ensemble, dans un mur monolithique, il n'y avait plus les performances thermiques ni les performances structurelles. Donc ça n'a pas du tout fonctionné en tant que matériau unique. Donc on a commencé à réfléchir à d'autres avenues, et nous avons créé ce matériau ici, donc un mur composite cobauge, où on a d'un côté, je vais utiliser celui-ci, donc une couche structurelle et une couche thermique isolante. Donc voilà, c'est des petits échantillons ici. Mais ici, dans le labo, nous avons un mur à échelle 1. Donc nous avons notre couche structurelle et notre couche thermique. Donc ces murs ont un but particulier. Tim, est-ce que vous voulez expliquer la logique derrière ces murs? Oui, merci Mathieu. Donc ici, ces murs ont été très utiles. C'était vraiment le passage des expériences de laboratoire à une première phase de construction. Donc ici, c'est un mur à échelle 1 de mur cobauge. Il représente un étage de cobauge. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a un autre mur là qui fait la même hauteur. Donc ceci nous a permis d'avoir un toit et de faire des essais entre les deux murs. Bon, on l'a enlevé depuis lors et on pouvait tester le poids d'un bâtiment environ à 2 étages habituels. Donc on a pu tester les matériaux avant de construire quelque chose de réel avec. On a pris beaucoup de mesures. Voici les petits points ici. Avec ce petit logo, on a utilisé un laser, une machine de surveillance qui voit le mouvement millimètre par millimètre. Donc lorsque l'on a mis de la charge et du poids juste en dessous de 12 tonnes, on pouvait voir si le mur bougeait ou pas. Et la réponse était qu'il n'y avait pas du tout de mouvement. Donc nous étions confiants que dans ce contexte de laboratoire, nous avons prouvé le concept d'un mur cobauge. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer la relation entre les expériences de laboratoire et ce qui pourrait avoir lieu sur un site de construction de bâtiments cobauge. Donc deux choses qu'il faut établir, c'est l'efficacité du mélange thermique et
la consistance répétée du mélange structurel. Donc je vais vous donner la parole à Kevin qui va vous montrer les différents tests qui peuvent être effectués sur le site de construction Cobauge. Donc vous voyez sur cette table, il y a différents échantillons. Nous avons notre mélange thermique et le mélange beaucoup plus lourd, traditionnel de Bauge. Lorsque vous êtes sur site, il faut trouver une façon d'avoir la continuité et un contrôle de qualité. Donc, dans le projet, nous avons cherché à créer des tests, des façons que l'on pouvait utiliser sur site de vérifier la continuité de la qualité des matériaux pour garder vraiment cette qualité partout dans le bâtiment. Donc, nous avons créé plusieurs tests sur site assez faciles. Le test de la boule, où on lâche une quantité de mélange de fibres et de Bauge. Et ensuite, on mesure le diamètre de la boule une fois écrasée au sol. Et le deuxième test, il y a le test de la flaque. Donc nous versons une certaine quantité de la barbotine à partir d'une hauteur donnée et on mesure le diamètre du disque. On travaille avec une Bauge qui a été mélangée il y a quelques temps. Il y a déjà les fibres. C'est les mêmes matériaux qui ont été utilisés dans ce mur, donc peut-être que vous voyez les fibres là, dans la caméra, il y a beaucoup de fibres, mais je pense que c'est toujours malléable. Donc ce que l'on fait pour le test de la boule, c'est qu'on remplit ce contenant de 1 litre avec le matériau, on l'enfonce, un peu comme quand vous êtes un enfant et vous faites des châteaux de sable. Donc on remplit bien, on compacte avec tout le matériau dans le verseur jusqu'en haut du conteneur. Hop, on le renverse, on extrait le tout. Donc voilà mon petit château de sable. Et ce que l'on fait, c'est que l'on façonne la masse pour faire une boule, une sphère. Un peu comme un boulet de canon. Donc voilà, qui soit assez aplatie et bien constante tout autour. Donc c'est un conteneur de 2 litres. On met le mélange de Bauge qui a déjà les fibres d'intégrer. Donc on connaît déjà les proportions du mélange. 2,5% de fibres. Ici, j'ai un bâton avec un marqueur à 1 mètre. Et donc je relâche la boule à partir de ce point de 1 mètre. Et on retrouve une boule qui s'écrase au sol. Et ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on mesure le diamètre de cette galette, de cette boule qui s'est écrasée au sol. On cherche à avoir 21 cm. Donc ça veut dire que vous avez un mélange optimal. Ici, juste en dessous de 20 cm, donc ce serait pas trop mal non plus. C'est possible d'ajouter un petit peu de matériau, un petit peu d'eau pour stabiliser le mélange. Si vous avez un mélange trop humide, vous pouvez le laisser sécher également et retester un peu plus tard. Donc voilà, ça c'était le test de la boule. Ensuite, on en vient au test de la flaque. Donc un test de viscosité. C'est une méthode assez simple. Les gars sur le site, lorsque l'on construisait le bâtiment, on mesurait cela de manière méticuleuse tous les jours. Donc ils préparaient la barbotine la veille et le matin, ils revérifiaient la viscosité du mélange. Donc pour faire cela, il vous faut juste un petit gobelet d'eau avec un marqueur de 100 mm. Millilitres, pardon, 100 millilitres. Et on a une plaque de verre et un petit piquet qui dépasse ici. Donc ça qui est à 100 mm de hauteur par rapport à la plaque de verre. On a la barbotine.
qui est très argileuse. C'est de l'argile locale qui nous vient de pas très loin de Plymouth. Donc une terre très argileuse et on agite de l'eau. Donc on continue d'ajouter de l'eau et on mélange jusqu'à ce que l'on ait une consistance assez épaisse. On en arrive à un point où vous pouvez prendre des mesures. Ce que je fais, c'est que j'ajoute un peu de barbotine dans le gobelet jusqu'à la ligne des 100 ml. Et ensuite, je verse à partir du petit bâtonnet. Et ce que l'on a trouvé, c'est que si l'on mesure ceci, on cherche un diamètre d'environ 14 cm. Donc voilà, si je regarde avec ma règle, on y est presque. Ce matériau s'est probablement un petit peu asséché au cours de la nuit, donc je pourrais ajouter un petit peu plus d'eau. Mais c'est quasi 14, donc dans ces cas-là, on saurait que c'est le bon mélange, la bonne consistance. Et ensuite, on pourrait ajouter notre matériau, notre chènevote, qui participe donc au mélange de terre allégé. Au niveau du poids, on a 50% du poids de ce matériau à sec. Sur site, vous voulez savoir exactement quel volume vous allez utiliser plutôt que de devoir peser tout à chaque fois. Donc on a calculé cela. Et on a établi qu'il faudrait 3 seaux de chènevote. Donc 3 seaux. Et 1 seau de barbotine. Donc ce que l'on a fait sur site, c'est qu'on a utilisé un malaxeur baron comme celui-ci. Et ceci a été utilisé pour tous nos tests et pour le mélange sur site. C'est une machine assez robuste. J'ai déjà mis 2 seaux de chènevote. Donc voilà, ça c'est mon dernier seau. Et donc je vais lancer la machine, commencer la rotation. Et je vais ajouter la barbotine d'argile. Donc ça, on va le laisser mélanger pendant quelques minutes. C'est un processus rapide. Au début, c'est très brillant et après quelques minutes, ça devient assez mat. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est suffisamment bien mélangé. Donc on voit le changement de couleur un petit peu et c'est ça qui nous indique qu'on a bien mélangé et que tout est un peu plus sombre. Généralement, on laisse le mélangeur en marche pendant environ 10 minutes. Donc sur site, si vous avez déjà vos seaux, vos conteneurs, vous mélangez tout et ensuite quelqu'un emmène le matériau mélangé. Donc c'est quelque chose de très efficace. Donc voilà, j'espère que ça vous a montré un petit peu les différents tests que vous pouvez effectuer sur site. Merci Kevin. Vous pouvez éteindre la machine. Donc voilà, ça conclut notre petite visite du laboratoire de l'Université de Plymouth où nous avons regardé la relation entre les différents matériaux, le site, les phases de test et comment on peut développer des tests qui fonctionnent sur site. Donc tout ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui est également disponible dans les vidéos de formation dont Tom vous parlera un peu plus tard aujourd'hui.